Bonjour, hi, marhaba, je m'appelle Alexia et je vous souhaite la bienvenue à mon nouvel épisode de Très d'Union avec ma très très chère invitée Cynthia Chael qui est aujourd'hui parmi nous pour nous parler de tout le concept d'être un third culture kid. We're going to go into details about that in a short moment. Avant de commencer l'épisode, je voulais remercier vraiment du fond du cœur mes deux partenaires officiels pour la première saison, donc Montreal Pro Peinture et Les Filles Fatouches, qui d'ailleurs viennent de sortir leur deuxième livre de recettes, donc à la table d'Adèle, Souvenirs et recettes d'une immigrante syrienne. Et il y a aussi le premier livre que je vous invite à aller check out, donc Les Filles Fatouches, la cuisine syrienne, une cuisine du cœur. Puis, c'est ça. Donc, un beau tote bag. If you like tote bags, you know where to go and you know where to get one. They're online. Donc, je vais mettre les descriptions des deux partenaires dans sous la vidéo. Donc, if you want to know more, check them out. It would mean a lot. Puis, c'est deux compagnies montréalaises. Donc, c'est toujours cool d'encourager les gens qui sont parmi nous dans la société. Donc, merci beaucoup. Puis, Cynthia, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Je Merci suis tellement contente. Ici. Ouais, it's really cool. Puis pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je pense que c'est une formule un peu différente dans le sens où on se connaît nous les deux déjà, puis depuis longtemps. Cynthia et moi, ça remonte à l'enfance. Ça peut même remonter quelques générations dans nos familles. Ben oui. On vient de la même communauté. Puis j'ai eu le plaisir de la voir à travers différents chapitres de sa vie et de remarquer qu'elle a vécu quelque chose qui ressort du lot et qui est ce concept de third culture kid, donc quelqu'un qui est né dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, qui va déménager de ce pays-là puis continuer sa vie dans un autre pays. Donc c'est ça qui est arrivé avec toi. Absolument. Je sais pas si tu veux toi-même nous donner comme un 5-10 seconds genre rundown. Avec plaisir. Vas-y. En gros, je suis née à Montréal de parents du Moyen-Orient qui ont immigré avec leurs parents quand ils étaient dans leur vingtaine. Et j'ai vécu à Montréal jusqu'à ce que j'avais 12 ans. Et mon père a eu une opportunité de travail qui a fait que on a déménagé à Paris. Donc, ça, c'était le premier voyage. Donc, déménagement à Paris pour 3 ans. Ensuite, retour à Ottawa. OK, oui, c'est vrai. Ensuite, un second voyage à Abu Dhabi. Retour à Ottawa. Donc, c'est comme... Abu Dhabi pendant 3 ans. Pendant 3 ans aussi, oui, ouais. exactement. C'est juste que j'avais 18 ans à cette époque-là. Ouais. Attends, mais t'étais pas restée plus longtemps pour tes études? Non, en fait, okay. ça. Les 3 ans ont duré. C'était exactement le moment où je devais aller à l'université, par chance. Puis, c'était une université française, donc la licence française fait que c'est 3 ans d'université, non 4 ans comme ici. Ouais. Ici, c'est 3 ans, actually. Ça dépend des programmes. Avec le cégep. Ah non, le cégep, c'est 2 ans, plus l'université, c'est 3. Moi, je suis allée directement de 12th grade à université, fait que j'ai gagné une année. Yeah. Ouais. Puis c'est ça. Puis t'es revenue au Canada à l'âge adulte, mais t'es allée à Ottawa. Ouais. Et t'es pas revenue à Montréal directement. Non. Alors, c'était une surprise même pour mon père. Il savait pas que ça faisait partie, je pense, du deal. Mais tu dois retourner au siège social le headquarter, il se trouve à Ottawa pour justement un ministère au gouvernement. Et c'était toute une autre vie à Ottawa aussi, mais il y a eu des challenges, évidemment. Il y a tellement de points à discuter là-dessus. Il y a tellement de choses qu'on veut aborder. On va commencer par Paris. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant d'être un third culture kid, c'est t'es un individu qui peut se rattacher à tellement d'endroits différents. Puis chaque chapitre de ta vie est associé à un endroit différent, à une culture différente, à une langue différente. How do you fit yourself into all of this? Like, how do you feel? You know, quand les gens te demandent, genre, d'où tu viens, absolument, comment tu réponds à la question, comment tu veux répondre à la question ou pas répondre à la question,
Genre, je suis tellement curieuse de savoir ça. Ben, à 12 ans, c'était différent qu'à 15 ans, qu'à 18 ans, qu'à 21 ans, parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui se rajoutait. Mais, tu sais, added baggage. OK, mais... sit down. Ouais, c'est ça. Littéralement, genre du have a pen. Mais je pense que le point, c'est tout par rapport à l'identité. Donc, ça a été vraiment un challenge de savoir, OK, ben, quelle est mon identité? Je suis pas 100% montréalaise. Évidemment, j'ai mes origines qui ont une très grande partie dans ma vie, dans la manière que je vis ma vie. Dont tu parles aussi. Dont je parle, absolument. Mais le fait que j'ai vécu 3 ans à Paris, évidemment, ça a eu un impact aussi sur la manière que je vois les choses, juste les expériences que j'ai eues à Paris qui n'étaient pas toujours faciles à l'école. C'était pas tout rose. Et ensuite, ben, à Ottawa aussi, ça m'a permis de voir une autre facette de la société canadienne, donc plus anglophone, qui est très différente que la société montréalaise. Et ensuite, à Abu Dhabi, ben, c'était juste la fiesta, quoi. C'était la fiesta, mais aussi beaucoup de perks et de challenges. Tu m'as donné envie d'aller à Abu Dhabi en passant. C'était parfait pour 3 ans. Honnêtement, c'était comme parfait. Mais moi, tu me parles de tout ça, puis je me demande, par exemple, un enfant, quand il émigre dans un pays, il se dit, bon, c'est ma nouvelle maison, mon nouveau pays, ma nouvelle société. La personne va s'intégrer à un jeune âge, parce que on parle d'un enfant, sachant très bien que, ou imaginant que dans les prochaines années, c'est là où est-ce que cet enfant va être. Tu sais? Mais dans ton cas, c'est tout le temps pour 3 ans. Fait que t'as comme même pas le temps de te dire, je vais m'intégrer, je vais me faire des amis à l'école, je vais commencer telle chose, telle activité, que déjà, tu dois repartir, puis retourner dans ton pays d'origine, mais qui est même pas ton pays d'origine culturelle, nécessairement. Parce que même si t'es né au Canada, t'as pas... Ben, t'étais tout le temps là, genre, momentanément. Oui. À part à l'enfance. Ben, oui, c'est ça. Je veux dire, même avant d'avoir déménagé à Paris, j'étais bien consciente que j'étais pas une Québécoise pure laine, entre guillemets. À Beaubois, l'école qu'on a fréquentée, nous deux, il y avait beaucoup d'enfants d'immigrants, italiens, grecs, pays du Moyen-Orient, etc. Mais il y avait aussi les Québécois. Et même à cet âge-là, j'étais bien consciente que j'étais différente d'eux, mais en même temps, j'étais chez moi parce que c'est la vie que je connaissais. Et aussi, Montréal étant très multiculturel, il y avait pas vraiment de grand choc. C'est plutôt aller à Paris, comme tu dis, même si quand on est jeune, c'est francophone, oui, mais quand on est jeune, le temps passe beaucoup plus lentement. Les 3 ans à Paris n'ont pas passé vite à l'époque. J'avais 12 ans. C'est ça, de 12 à... De 12 à 15. C'est quand même des années vraiment... meaningful, là. Genre... je veux... je cherche un mot, là, mais charnière. C'est des années charnières. OK. Donc, j'arrive à Paris. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Comme, OK, mon papa a un nouvel emploi, une opportunité de travail plutôt. C'est trop bien. Il y a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, les baguettes, le croissant avant d'aller à l'école. Mais, j'en savais pas plus que ça, ou je ne comprenais pas c'était quoi. Évidemment, quand on est allé à Abu Dhabi, j'avais déjà une expérience d'affectation. Donc, je savais c'était quoi, et même si c'était totalement différent, là. J'ai une question, parce que tu as une grande sœur et tu as un petit frère. Est-ce que ton frère, quand vous êtes allé à Abu Dhabi, il avait ton âge quand tu étais allé à Paris? 18 moins 5, exactement, il avait 13. Est-ce que lui, tu penses que son expérience était similaire à la tienne à Paris? Ou... Absolument.
OK. Absolument. Ça veut dire que quand j'ai déménagé à Paris, c'était facile pour mon frère. Ouais. C'était facile pour moi aussi parce que... T'es à l'école. Plus ou moins facile pour moi, mais pour ma sœur qui avait, elle, 15 ans, Ouais. c'était le drame. Ben oui, mais C'était le drame. ça, c'est vraiment les années charnières, Oh my God, l'adolescence. ça, là, à 15 ans, C'est elle vrai. était tellement bien intégrée à l'école. Tu commences à avoir des crushs, t'as des groupes d'amis, tu sors. T'as ton bal définissant qui T'as s'en ton vient. bal exact. Ouais. Comme Oh. tout va bien dans ta vie, et là, comment on appelle ça? Genre un moment, tu sais, destructeur, entre guillemets, là. Mm-hmm. Mais donc, oui, on l'a tous vécu différemment. Ouais. Et quand on a déménagé à Abu Dhabi, pour mon frère, c'était OK aussi, parce OK. qu'il avait 13 ans, justement. Ouais. Donc, oui, l'âge fait totalement une différence. C'est fou. Puis en plus, là, OK, maintenant que je sais que ton frère, son vécu était le même que le tien, mais juste dans un endroit différent. Mm-hmm. Si, par exemple, tu te compares à ton frère et ta sœur, niveau identitaire, est-ce que si, par exemple, il y a comme une liste d'étiquettes, Mm-hmm. est-ce que vous choisiriez les mêmes ou pas? Comme les étiquettes par rapport à notre, t'as dit identité? Ouais. Ouais. Mais tu sais, identité, in the Broadway too, tu sais, ça doit pas être seulement comme un pays ou une ville à laquelle tu t'identifies, mais tu sais, par exemple, la langue que tu vas parler au quotidien, ou ta mentalité sur certaines choses, Ouais. ou tu te projettes dans le futur, Absolument. comme, you know? Mon frère, je dirais qu'il est plus canadien que nous. Je pense parce que... ben peut-être aussi le sexe, ça fait une différence, le Ouais. fait que ce soit un homme et non... Ouais. Ben, c'est sûr Une aussi femme. que même si vous avez vécu les mêmes années, comme en termes d'âge, les tranches d'âge, Ouais, ces tranches d'âge pour un garçon versus une fille, c'est tellement différent. totalement différent. Fait que le vécu va être nécessairement différent aussi, même si on parle de Absolument. la même tranche d'âge. Oui, puis c'est sûr qu'il y a des expériences qui nous ont touchés différemment, comme pour Abu Dhabi, ben ma sœur a vraiment aimé le style de vie là-bas et elle n'a pas voulu rentrer au Canada, Ouais. donc elle vit encore là-bas. Donc ça veut dire que c'est venu, ben je veux dire ça l'a tellement touchée à un point où rentrer au Canada ça ne faisait plus de sens pour elle parce que ben, elle sentait que comme elle n'appartenait pas vraiment elle a juste sa famille qui l'attache au Canada. Mm-hmm. Mais le style de vie émirien l'a trop attrapée, Ouais. exactement, et elle s'est comme habituée à ce style de vie-là. Donc ça, c'est quand même, quand tu regardes le chemin de quelqu'un, ben ça fait toute une différence d'avoir eu ce genre d'expérience-là et Ouais. pour ton futur, ça l'a tracé ton chemin, en fait. Mais c'est aussi, comme je me mets à la place de ta sœur, Mm-hmm. puis à la fin du mandat de ton père à Abu Dhabi, si j'avais l'option de rester ou de repartir puis de recommencer encore une fois ma vie d'adulte, Ouais. je peux comprendre que le choix c'est vraiment difficile et que c'est pas tout le monde qui va décider de repartir et de recommencer. Non. Euh, Parce qu'il faut pas oublier que oui, on est rentré au Canada entre les affectations, mais on n'est pas rentré à Montréal. Donc Ouais. moi, mes amis que je connaissais entre ma naissance et 12 ans, ouais. je les connaissais entre ma naissance et 12 ans. Ouais. Ces personnes-là ont évolué à Ouais. partir de 12 ans. Ouais. Et oui, quand je rentrais au Canada, on se voyait, mais c'est pas la même chose que de vivre le quotidien avec quelqu'un. Donc ça fait partie évidemment il y a beaucoup d'avantages et de richesses à cette vie d'expat et d'enfants diplomates. Mais il y a aussi il y a aussi des inconvénients, entre guillemets, comme un peu ce manque de stabilité, la difficulté de reprendre à zéro. Évidemment, ça nous a construit une carapace dure. OK. Parce Ouais. que moi, si tu sais, j'en connais plusieurs des enfants diplomates de différents pays. Puis, j'ai toujours remarqué que souvent, les enfants de diplomates ou les expats, however you want to call them, tu sais, c'est pas tout le monde qui est enfants diplomates, mais qui sont quand même expatriés pour d'autres opportunités de travail. Ouais. Je trouve que ces gens-là sont souvent des gens qui ont tellement appris des social skills, 100%. puis qui
ont comme pas de carapace. 100%. Tu sais, ils sont tellement malléables, puis genre caméléons, et passe-partout, puis comme... j'ai l'impression que peu importe où ils vont jamais avoir peur d'un point de vue social. Absolument. Parce qu'ils sont tellement habitués, puis ils ont tellement perfectionné ces compétences sociales. Fait que ça m'étonne un peu de savoir que ça vous a créé une carapace, mais... Non, mais je veux dire, carapace par rapport à comme ce que je peux endurer. OK. Ou comme ma manière de m'adapter à certaines situations. Comme ça m'a créé une carapace, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Mais en effet, on est très sociaux. Ça, c'est comme... tu sais, qu'on dit, genre, il y a certaines choses qui sont comme l'école de la vie. Ouais. Ben, en même temps, genre, tu sais, c'est un peu comme ça, là. Vous avez appris à travers ces aventures-là Ouais. tellement de choses que, comme, you can't learn at school, non? 100%. Les expériences juste d'aller à des événements avec mes parents où je dois bien me tenir, bien me présenter, raconter ce que je fais à l'école. Tu sais, c'est vraiment de la pratique. Et il y en avait beaucoup d'événements comme ça où comme on devait être présent aux côtés de mes parents, à justement bien se présenter, avoir les bonnes manières, l'étiquette, etc. Donc ça, c'est définitivement check, check, check. Après... en grandissant, évidemment, je veux dire, tu veux aussi être authentique. Là. Parfois, dans certaines situations, quand j'étais plus jeune, ben, je savais dire la bonne chose au bon moment, mais maintenant, c'est comme si j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler, quoi. Comme tu sais ce qu'il faut dire, mais ça veut pas dire que tu as envie de le dire. Non. Fait que tu vas être comme, ben... Non. sorry, but... I'm not feeling the energy of this conversation. Non, exactement. Mais oui, définitivement, ça développe des social skills. Ouais. Mais là, tu sais, tu parles de... en tant qu'enfant de diplomate, vous deviez souvent parler à des gens. Dans quelle langue tu le faisais? Est-ce que c'est tout le temps en français? Très bonne question. Alors, à Paris, tout se faisait en français. Parce qu'en général, même les diplomates de pays comme non francophones avaient un minimum de français, comme dans leur vocabulaire. C'est ça faisait vraiment partie de la culture, là. T'es à Paris, tu parles français. Mais... Makes sense. Makes sense. Non, mais... C'est quand même ça pourrait être autrement là, peut-être dans des compagnies internationales, des choses comme ça, mais dans le monde de diplomates, je trouve que c'était plutôt en français. À Abu Dhabi, on pensait qu'on allait améliorer notre arabe, mais pas du tout. Tout est fait en anglais. Tu peux parler arabe avec les locaux. D'ailleurs, maintenant je sais c'est quoi le dialecte émirien. Ou du golf, plutôt. Donc, ça, c'est... flex. Ça, c'est trop un flex. Comme... Kif halik. That's how they say it. Oh yeah, that's actually really funny. Non, c'est nice. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant. Est-ce que ça ressemble plus au dialecte syro-libanais ou égyptien? Comme le plus proche, ou genre le moins éloigné? Non, je dirais que ça ressemble plutôt au jordanien. Okay, le dialecte jordanien. Ouais, for sure. Parfois, il y en a des chansons jordaniennes ou irakiennes. L'irakien, c'était irakien que je voulais dire, pas jordanien. Ça ressemble vraiment au dialecte des Émirats. Mais entre syrien et égyptien, je sais pas. J'ai l'impression que ça ressemble pas du tout aux deux. Mais du coup, tout se fait en anglais à Abu Dhabi. T'as appris l'anglais... en fait, tu parlais déjà l'anglais à Montréal. C'est un très bon point que tu soulèves. Je parlais à peine anglais à Montréal. À Collège Beaubois, en fait, j'ai appris l'anglais moi-même en écoutant les chansons de Hilary Duff et la télé, mais c'était pas du tout une maison anglophone. Notre maison, c'était des francophones. On était vraiment francophones. On est francophones. Donc, j'ai développé mon anglais... je dirais, à partir de 18 ans. Parce que je suis arrivée à Paris et j'étais évidemment super anglophone par rapport à tous les Parisiens. Oui. Mais en quittant Montréal, je me sentais un peu nulle en anglais. Je me rappelle, dans mes cours d'anglais,
Je sais pas, là. J'arrivais pas à parler. C'était pas une langue que tu pratiquais dans Non. ton quotidien, donc ouais. C'est sûr que si tu vas dans des écoles francophones, Ouais. it's harder to pick up. Ouais, mais ça m'étonne quand même. Comme on n'avait pas des cours d'anglais à Beaubois, là, de la première année à la 6e année. Moi, j'étais pas là au primaire. J'ai fait mon primaire à Charles-Perrault. OK, c'est ça. Toi, t'étais juste là au secondaire. Ouais. Fait qu'on n'a jamais été à Beaubois ensemble. Non. Okay. Je pense que l'année où je suis rentrée, tu partais. Ouais. Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Je me souviens, j'étais comme low-key déçue parce que j'étais comme, je vais arriver à Beaubois, elle va être là. Je connais Cynthia. Puis t'étais plus là. Puis là, c'est vrai que ma mère m'avait dit ce que ton père faisait, puis pourquoi vous étiez partis et tout. Ouais. Mais j'étais comme, I'm so confused. Like... Mais ouais, non, c'est intéressant parce que, tu sais, la langue, pour moi, c'est tellement crucial à la construction de l'identité aussi. Ouais. Et la compréhension du monde qui nous entoure. So, tu sais, je me mets à ta place et déjà, quand je me mets pas à ta place, si je me mets à ma place, OK, les crises identitaires, j'en ai eu. Et là, je me mets à ta place et je me dis, j'arrive à Paris, je parle français, mais un français différent. Puis là, je perfectionne mon français là-bas. Et là, j'évolue dans une société qui n'est pas celle dans laquelle j'ai grandi. Donc, comme tu n'évolues pas avec cette société-là, tu évolues avec une autre société ailleurs, mais même pas la même société tout le temps. Puis là, tu rechanges, puis tu vas... Quand tu reviens au Canada, tu reviens dans une société qui est plus anglophone, parce que l'Ontario... t'es considéré Frenchie. Ouais, t'es considéré Frenchie, t'as comme cette étiquette. Cette étiquette, puis là, tu vas à Abu Dhabi, qui est comme complètement différent de tout ce que t'as connu. Parce que même si you're Middle Eastern... Abu Dhabi, c'est complètement différent de nos cultures aussi, là. Absolument. Comme au niveau religion, oui, mais aussi au niveau culturel, simplement. Mais il y a beaucoup des gens du Moyen-Orient, donc je dirais qu'à Abu Dhabi, ça a quand même été moins un choc pour moi. That's funny. Oui, moins un choc pour moi. Ouais. Parce que à l'université que j'ai fréquentée, la Sorbonne à Abu Dhabi, c'est une université où il y a peut-être maintenant plus, mais où il y avait 77 différentes nationalités. So, j'étais juste une de ces 77 nationalités. Est-ce qu'ils te considéraient comme Canadienne? Oui. Ah ouais? Oui, ils me considéraient comme Canadienne. Ben, it makes sense, though. Je me présentais en tant que Canadienne, mais là, comme quand je leur disais que je parlais arabe, c'est comme j'ai des origines syriennes, égyptiennes. Yeah. Mais oui, c'était vraiment différent, là, les expériences Paris versus Abu Dhabi. Et Abu Dhabi, c'était... Aussi, j'avais 18 ans, donc j'ai forgé un peu plus ma personnalité, ma personne, juste de manière générale. Mais j'étais juste une des 77 différentes nationalités, donc j'étais pas la seule nationalité autre que celle majoritaire. Comme à Paris, où c'était toutes des... Français, parisiens, aristocrates du 7e arrondissement. Je suis pas allée dans une école internationale. Je suis allée dans une école super catho du 7e arrondissement où c'était que des Jean-Jacques et des Baptiste. So, j'étais clairement le mouton noir à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Puis est-ce que tu étais le mouton noir plus parce que tu étais canadienne ou... parce que tu avais des origines du Moyen-Orient? Parce que j'étais canadienne. OK. Je me rappelle, il y avait comme peut-être une fille asiatique, d'origine asiatique, mais aussi elle parlait français de France. Ouais. Fait que, OK, il y avait un peu... peut-être il y avait une fille, encore une fois, elle parle français de France, mais elle a des origines comme irakiennes. Mais à part ça, c'est tout. La majorité, c'était vraiment des Français de souche. Puis tantôt, tu avais dit que quand tu revenais à Montréal, à Ottawa, pardon, on te considérait comme la Frenchie. Comment tu te sentais? Comme t'es en France, puis les gens te regardent différemment, puis t'étiquettent comme étant comme canadienne, puis genre un peu outsider. Et là, tu quittes la France pour revenir au Canada, et là, on te tag de Frenchie. It's a lot. Ça a pris beaucoup d'espace, évidemment, dans mon mental. Ouais. Comme tout ce va-et-vient. Comme tu dis, là, j'ai quitté Montréal... Je parlais à peine anglais, j'arrive à Paris, je suis la meilleure en anglais, mais mon français est nul. Là, pendant 3 ans, évidemment, je finis par avoir un accent français parce que
tu fais partie de la société là-bas, Yani. C'est normal, en plus, Ouais. à cet âge-là. Mon frère, encore plus que moi. Ben, je pense que nous trois, on a eu un accent français. Et là, je rentre à Ottawa et je suis la Frenchie. C'était, tu sais, au moment où je le vivais, j'avais pas vraiment cette introspection ou cette remise en question. Je faisais juste vivre le moment même. Mais maintenant que, like, I look back, c'est sûr que c'est beaucoup pour un enfant. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome d'enfant d'expat, là. OK. Et justement, c'est ça, c'est cette difficulté de vraiment comprendre son identité et aussi un peu la difficulté de faire confiance parce que tu t'attaches rapidement à des amis ou tu as juste envie d'avoir des amis pour comme combler un peu déjà ces émotions qui sont all over the place. Et là, après 3 ans, tu quittes et tu peux garder contact avec ses amis, même si c'est très difficile parce que la vie de tous les jours fait qu'on a chacun notre vie, mais on a chacun notre quotidien. Mais du coup, oui, il y a comme... J'ai investi, entre guillemets, à des relations, mais là... Qui n'ont pas porté fruit. Qui n'ont pas vraiment finalement. porté fruit, finalement. Mais qui ont contribué quand même. Oui, évidemment, à mon évidemment. cheminement, Mais ouais. je comprends la frustration. Ouais. Tu sais, de Maintenant, comme... quand j'y pense, ouais, c'est Tu commences pas quelque facile. chose que tu peux jamais terminer. Exact. Puis, je suis en train de réfléchir. Est-ce que... Ben, je sais pas si ça existe, fait que j'ai pas envie d'aller avec la présomption que ça n'existe pas, mais est-ce que ça serait pas pertinent d'avoir comme des ressources pour les enfants des diplomates? 100%. On a accès, oui. OK. Oui. OK. Donc, il y a des ressources. Après, est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu comprends que tu as besoin de ressources? Ouais. Tu sais, est-ce que tes parents, ils disent... Donc, ma sœur, Yannick, quand on a quitté pour Paris et qu'elle allait vraiment pas bien, c'est sûr que elle a eu accès à ces ressources-là. Mais je pense que tu connais pas nécessairement à cet âge-là. Est-ce que tu vas bien ou est-ce que tu vas pas bien? Je veux dire, tout va bien dans ta famille, tu as des belles opportunités, tu vois tes parents fleurir aussi et avancer dans leur carrière. Tu comprends pas nécessairement que, ok, peut-être j'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est à partir de, je dirais, 23 ans que j'ai commencé à me poser des questions et à comme juste m'intéresser à la santé mentale et à comprendre aussi, ok, qu'est-ce qui a pu m'affecter, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été moins facile, juste le fait de se remettre en question et d'y penser, parce que quand je le vivais, j'étais vraiment dans le flow. Donc, mais c'est ça qui est, je pense, qui est important de souligner, c'est que dans ce genre d'opportunités-là qu'on a dans notre vie, on n'a pas tous dans notre vie, mais que certaines personnes ont, on a tendance à un peu glorify, le glorifier, comme « Oh my God, c'est tellement cool, tu sais, de tout le temps voyager pour le travail ou de voyager pendant des longues périodes, de se relocaliser avec sa famille et tout, de commencer à zéro dans des nouveaux pays, tu sais. » It sounds really fun for a lot of people, mais as much as there are benefits, puis il y a tellement des belles choses qui en ressortent, je pense que c'est aussi important de mettre sur la balance aussi tout ce qui vient avec. C'est pas tout rose. Ouais, comme les bagages émotionnels aussi, les défis identitaires et, tu sais, juste... Réadaptation. Ouais. Réadaptation. Comme déjà, l'immigration en tant que telle, c'est difficile. Fait qu'imagine de tout le temps devoir immigrer dans différents endroits, mais jamais pour longtemps. Honnêtement, il y a plus de positifs que de négatifs dans mon expérience. Après, c'est différent pour tout le monde. Mais oui, je pense que même mes parents n'étaient pas à 100% conscients de ce revers-là. Tu sais, eux, ils voyaient juste l'opportunité incroyable. Et c'est vrai que c'est une opportunité incroyable. Sur 20 personnes, mon père a été sélectionné pour aller à Paris, qui est un des top 3 des plus
demandé. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est sûr que c'est très convoité comme destination. Exactement, Washington, London, Yeah. Paris. Fait que Paris, c'est dans le top 3. Donc, c'est incroyable comme opportunité pour lui et pour sa famille. Après... Ben oui, parce que you get to discover parts of the world that otherwise you wouldn't that way. Absolument. Absolument. Puis c'est une richesse, évidemment, une richesse. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu. Donc, on parlait un peu du caméléon. Tu sais, si je parle un français, je suis capable de m'adapter à l'accent français. Ouais. Si je parle à quelqu'un du Golfe aussi, si un Montréalais, je veux dire, je côtoie aussi des Montréalais à tous les jours puisque je vis maintenant ici. Donc, ça fait toute partie de qui je suis. Mais je veux pas dire couteau à double tranchant parce que c'est un peu extrême, Ouais. mais définitivement, il y a des avantages et des désavantages. Et c'est bien qu'on a eu cette... Je veux dire, je peux pas imaginer ma vie, ce qu'elle serait. Si j'étais restée à Montréal, j'aurais une vie complètement différente. Ben oui, là. Complètement différente. Je pense que tout ce qui nous arrive dans notre vie a un impact sur les choses qui viennent après. Butterfly effect, Ouais. So, ne serait-ce qu'un élément qu'on modifie, ben tout le reste de la séquence est modifié. Oh my God, no. We're not supposed to do this. Sorry. Yeah, we're not supposed to make any noise. Mais là, je suis curieuse parce qu'on a abordé un peu le sujet de tes parents. Puis, tu sais, en tant que parent, surtout les parents immigrants, ils viennent dans une société puis ils se disent, bon, à la maison, on va élever nos enfants dans telle mentalité, dans telle culture, dans ces coutumes-là. Ouais. Mais pour tes parents, comment ils ont abordé ça? Genre, comment est-ce qu'ils ont fait ça, tu sais? Est-ce que ça a toujours été la même chose à la maison, peu importe où vous étiez, ou il y a eu comme une adaptation à chaque fois à la société dans laquelle vous vous trouvez? Parce qu'on s'entend que la société des Émirats arabes unis versus celle à Paris, versus celle à Montréal et à Ottawa, c'est comme un peu toutes des sociétés différentes. Ouais. Fait que je me demande si ça a eu un impact à la maison. C'est sûr, ça a eu un impact à la maison juste parce que ça a eu un impact sur nous. Donc, nous, en grandissant, on était une très grande partie de comme ce à quoi nos parents pensaient. On grandissait, donc la vie de famille, on a toujours été très, très proches comme famille. Et évidemment, en faisant ce genre de voyage ou en ayant plutôt ce genre d'expérience, ça nous... Oui, on est encore plus proches. I love that, by the way. Yeah, we're super close. Maybe too close. That's another... In a non-weird way, though. Non, of course. Je veux dire, c'est bien aussi de prendre de l'espace et de forger tes propres façons de penser et tout, de grandir, quoi, c'est normal. Mais oui, c'est sûr que ça nous a affecté la vie à Montréal. Comme je t'ai dit, on était toujours très, très proches. Ma mère, c'est la plus jeune de 8, donc elle était très, 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 très proche de sa mère. Donc, on était toujours chez Teta. Teta était toujours chez nous. Il nous manque une tomate à la maison. Je vais chercher la tomate chez Teta, qui est à 3 maisons de chez nous, à côté de Beaubois. Donc, je veux dire, cette proximité était toujours présente et l'importance de la famille était toujours présente. Par contre, le fait d'aller à Paris, évidemment, j'avais juste mes parents et mes siblings, mon frère et ma sœur. Donc, c'est sûr qu'on partageait encore plus à la maison parce que, ouais, on n'avait pas comme nos tantes, nos oncles, etc. Nos cousins, nos cousines aussi qui faisaient partie de notre quotidien. Donc, ça n'a pas été facile. Mais de manière générale, à la base, la fondation était solide. Donc, c'était juste une aventure qu'on a tous partagée ensemble, en fait. Ouais. If it makes sense. Yeah. That's interesting. Mais en plus de ça, genre, par exemple, culturellement, genre, Ouais. est-ce que tes parents continuent à te transmettre la culture du Moyen-Orient ou ils ont fait un travail de plus à chaque fois pour vous transmettre aussi la culture canadienne? Ouais. Mais je pense que, encore pour revenir sur le fait que ma mère, c'est la plus jeune de 8,
quand ils ont immigré au Canada, ben c'est sûr que ma mère, elle avait comme 19 ou 20, Wow. donc jeune. Donc, la culture canadienne, c'est aussi imprégné sur elle. Donc, c'est sûr que sa mentalité est différente que la mentalité de peut-être mes tantes qui sont plus âgées, qui ont vécu toute leur vie en Syrie, qui ont marié des conjoints syriens, etc. Il y a une différence d'âge. Ouais, dans les Juste générations. ça fait une huge différence. Ouais, définitivement, là. Juste, ouais, comme je pense, Je sais pas 12 si ans. Entre la... Je sais pas si t'avais vu la pièce Maman de Nathalie Doumar. Non. Mais justement, elle montre vraiment comment il y a une différence entre les générations. Ouais. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui vient à un jeune âge ou quelqu'un qui vient à l'adolescence ou quelqu'un qui est né ici, ça va avoir un impact aussi sur comment tu vas envisager la société, te voir dans le monde, comprendre le monde, tes opinions. Tu sais, si tu viens avec un âge adulte, tu ne grandis pas dans avec la société, tu sais. T'arrives déjà là, puis tu composes avec ce que t'as. T'as déjà ta personne. Ouais. Tandis que quand tu viens à un plus jeune âge, ben, t'es plus malléable encore. Exactement. Tu sais, t'as le temps de t'imprégner de certaines choses ou tu sais, de décider que, tu sais, j'aime bien ça, je le prends, ou ça, je l'aime pas, je le laisse. Pick and choose. Ouais. Ben, c'est ça. Donc, ma mère, elle a dû s'intégrer dans la société canadienne. C'est elle qui s'occupait plus ou moins de mes grands-parents dans le sens où elle était encore dans le foyer de ses parents. Donc, elle a appris à conduire au Canada. Elle a travaillé au Canada. Donc, c'est sûr que le Canada l'a impacté et ça l'a... mes parents sont extrêmement ouverts d'esprit. Ah, j'adore ça. Ouais, sont très ouverts d'esprit et c'est sûr que le fait qu'on a eu ces aventures à l'étranger, ben, it fit with them. Yeah. Parce que peut-être que d'autres personnes, le choc serait trop grand. Eux, non, ils avaient déjà cette ouverture et ils avaient déjà ce bagage, eux aussi, peut-être pas third culture, mais ils avaient déjà leur bagage Syrie, Égypte et Canada. Donc, ils étaient aussi très ouverts à aller à Paris ou dans un autre pays. Ouais. Donc, oui, mes parents, très ouverts d'esprit. Et les valeurs, évidemment, et les coutumes du Moyen-Orient sont quand même présentes. Mais, je dirais pas... J'ai des amis qui sont beaucoup plus syriens, entre guillemets, ou beaucoup plus égyptiens, entre guillemets. Ouais. Où leurs parents sont plus stricts ou... Voilà, je pense que mes parents nous ont toujours donné, mes parents m'ont toujours donné cette liberté aussi de comme penser et choisir et subir les conséquences de nos actions. J'adore ça. Ouais. J'adore. Je pense que genre nos parents qui nous écoutent, comme ma mère, et j'imagine que peut-être ta mère va aussi écouter le podcast, elles vont rire. Ouais. Au fait qu'on subit aussi les conséquences de nos actions. Puis je pense que c'est important aussi de nous laisser vivre là, nos mauvais choix. Pas nos mauvais choix, mais comme, tu sais, des choix qu'on aurait pu faire différemment, mais qu'au moment même où est-ce qu'on les a fait, on n'avait pas encore la sagesse de les faire autrement, puis qu'il fallait qu'on apprenne de ces choix-là, des conséquences de ces choix-là. On est tenté parfois par les mauvaises décisions. Puis, comme mon père dit bien, chaque fois que tu n'écoutes pas les paroles de papy, ben quelque chose de pas bien va arriver. Avec le doigt, évidemment, qui fait ça. Oh my God! That's actually so funny. C'est tellement Middle Eastern à dire. Chaque fois que tu n'écoutes pas papy. Ouais, c'est maman qu'on allait voir pour les mauvaises notes parce que il y a eu tout cet aspect-là aussi. À Paris, je viens d'un système canadien. Oh my God. Le système français est tellement plus difficile. J'avais des 6/20 la première année, straight up. Ouais. J'ai dû avoir une tutrice à la maison et j'arrivais ensuite à avoir des bonnes notes. Et là, je rentre à Ottawa et je suis la première de classe sans faire aucun effort. Ouais. Donc ça aussi, c'était déstabilisant parce que ça veut dire que j'avais plus de temps aussi à comme vouloir faire la rebelle à Ottawa. C'est beaucoup d'adaptation, là, tout ça. Comme,
Est-ce que je parle bien anglais? Est-ce que je parle pas bien anglais? Est-ce que j'ai des bonnes notes? Est-ce que j'ai pas des bonnes notes? Who am I? Ouais. Genre, c'est vraiment ça. Plus tu parles, plus j'essaie de me mettre dans in your shoes. Puis plus je suis comme, oh my God, genre, I don't know how I would have handled all of that. Like, c'est vraiment beaucoup de changements. Puis je pense qu'il y a comme un seuil de changements qu'on peut, tu sais, endosser, puis genre sans que ça nous affecte trop, surtout au même moment, là. Mais, tu sais, on parle de Ottawa, puis genre, ça m'intéresse tellement de savoir un peu ta vision des choses entre, si tu devais comparer Montréal à Ottawa, ou comme, tu sais, Québec, Ontario, la culture, est-ce que c'est des cultures qui sont sœurs ou des cultures qui sont cousines? Tu sais, comment tu vois ça? Genre, comment tu te sens par rapport à tout ça aussi? Parce que tu as quand même vécu dans les deux, mais à des âges différents, puis finalement, ben, tu as choisi Montréal. Oui, Montréal is the best. That says a lot. Je suis montréalaise après tout. Sorry, Ottawa. Je dirais que ce que j'ai le plus apprécié d'Ottawa, c'est le côté laid back que je ne connaissais pas à Montréal. Il y avait toujours des standards à Montréal, comment on se présente, comment... Est-ce que c'est une surprise? Je suis vraiment étonnée. Ouais, le Ottawa là m'a à normaliser, tu sais, les outfits en jogging et en t-shirt. OK, I have to say something, though. Maintenant, c'est à la mode, mais c'était pas le cas peut-être il y a 10 ans. Je pense que Ottawa, c'est vraiment une ville de diplomates. Ouais. De fonctionnaires. De fonctionnaires. Ouais. C'est plat, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Puis, c'est très suburban. Absolument. Mais à Montréal, ben, c'est sûr que si t'es en ville, oui, t'as ce ressenti-là. Mais par exemple, au West Island, moi, genre, je peux pas compter le nombre de fois où je suis allée acheter quelque chose en dehors de la maison en pyjama. Ah ouais? Comme, c'est pas nécessairement pyjama parce que j'aime pas porter mes pyjamas comme à l'extérieur, mais, tu sais, sweatpants, comme, I look like trash, you know? Peut-être c'est une affaire de suburban alors. Ouais. Mais Ottawa, la culture est évidemment anglophone, mais on va rajouter une autre complexité. Soi-disant bilingue. Oui. T'sais. Soi-disant, entre guillemets. Alors, j'ai déménagé à Orléans, qui est justement comme un suburb d'Ottawa. Et Orléans est considéré francophone, et c'est où vivent beaucoup de franco-ontariens. Okay. Donc, encore une fois, un concept que je savais pas qu'il existait. Franco-ontariens, ils ont même leur drapeau, leur chant, leur fierté, et c'est... Ils ont leur propre culture. Leur propre culture à 100%. Interesting. Par contre, tu vas au magasin, tu vas quand même parler en anglais. OK. Donc, nous, on déménage donc de Paris à Orléans. Je m'en vais dans une école francophone catholique, publique, parce que les écoles en Ontario qui sont publiques sont en général beaucoup mieux que les écoles publiques du Québec. Donc ça, c'est une grande différence. Je veux dire, toutes les sphères sociales vont être mélangées dans les écoles publiques. Il n'y a pas cette affaire de si tu viens d'un certain niveau social, ben tu dois aller dans des écoles privées. OK. Comme c'est le cas pour Montréal. OK. Donc ça aussi, il y a cette différence-là que j'étais dans une école publique alors que j'ai toujours été dans des écoles privées. Mais je veux dire, il y avait quand même de tout. Ouais. Et... ben c'est ça, grande différence entre l'Ontario et le Québec dans le sens où la culture est vraiment différente. À Montréal, ben je pense que aussi la différence, c'est le fait qu'à Montréal, peut-être j'étais plus proche des autres cultures, comme mes amis, ça serait des personnes d'origine italienne, grecque, syrienne, égyptienne, etc. Donc, on partage beaucoup de valeurs. Alors qu'à Ottawa, mais même les personnes qui ont des origines du Moyen-Orient, leur culture en premier, ou exactement, la culture canadienne, c'est elle qui va prendre le dessus. OK. Donc, moi, ça m'a fait un choc aussi parce que c'est comme...
je sais pas vraiment comment agir ou comment... C'est assez complexe à expliquer. Mais oui, en effet, Montréal, c'est vraiment plus excitant et stimulant qu'Ottawa. Par contre, c'est à Ottawa que j'ai développé comme mes meilleures amitiés. Et c'est mes meilleurs amis que j'ai encore à ce jour-là et non les personnes que j'ai rencontrées à Paris et à Abu Dhabi. C'est fou parce que je t'entends parler et plutôt que de confirmer ce que je sais ou ce que je crois savoir ou comprendre, t'es en train de comme tout chambouler puis remettre en question. Puis j'ai comme envie de faire un case study maintenant. You know? Like, tu sais, le syndrome des académiciens, là, un petit peu. Like, the scholars, like, you always wanna learn more and like, Curious Alexia. Je veux démystifier la chose, you know? Mais c'est fou parce que le Québec et le Canada, quand je dis le Canada, je parle du reste du Canada, il y a comme deux principes différents de culture et aussi de manière de s'intégrer à la culture. Il y a le multiculturalisme et l'interculturalisme. Puis en gros, les deux idées, c'est que, par exemple au Québec, l'idée de l'interculturalisme, c'est qu'il y a une culture majoritaire à laquelle les gens vont s'intégrer et vont bonifier aussi. Donc la culture se bonifie au fur et à mesure que des gens arrivent puis partagent et développent. Mais il y a cette idée qu'il y a une culture qui nous unit aussi. Puis au Québec, c'est par le français, notamment. Tandis que dans le reste du Canada, il n'y a pas cette idée qu'une culture nous unit. Nous sommes tous unis de par le fait que nous sommes Canadiens, mais chacun a son bagage, puis comme reste un petit peu dans cet univers-là, juste en étant au Canada. Mais là, maintenant, ce que j'interprète de ce que tu me dis, c'est que tu as ressenti que, par exemple, à Orléans, il y avait cette culture commune, puis tout le monde adhérait à cette culture commune, plus qu'ils adhéraient à leurs origines, de leur pays d'origine, que ce soit de leur naissance ou de leurs parents. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis je me demande si c'est encore une fois ça a rapport avec la langue ou c'est comme un mouton noir pour le Canada, Orléans. C'est une bonne question. Mais c'est la même chose à Orléans, là, la culture, en fait, elle ressemblait un peu plus à une culture américaine. Ou vraiment typique, comme les suburbs, les grands Walmart, toutes les maisons il y avait moins ce charme, en fait, que tu retrouves à Montréal, qui est, on va se le dire, le charme multiculturel, mais aussi le charme francophone. C'est ça qui vient rajouter, je trouve, cette richesse à Montréal. Européen, un petit peu. Européen, exactement. Européen, définitivement. Donc, après, il y a des petits coins à Ottawa qui ont aussi l'air européen, mais les gens qui ont des backgrounds, comme, entre guillemets, des immigrants, ils sont plus... Parce que c'est ça la culture en général à Ottawa. Et donc, pour appartenir, pour sentir qu'ils appartiennent, ils vont, entre guillemets, se plier naturellement, inconsciemment à ça. Donc, mes amis sont quand même d'origine égyptienne. J'ai une amie d'origine haïtienne, israélienne. Un ami aussi d'origine francophone, donc pas d'origine francophone, pardon, je veux dire canadien-français, d'origine française. Mais c'est la culture à Ottawa qui prend le dessus. Je me demande si c'est aussi parce que c'est la capitale, puis une culture aussi de fonctionnaires. Fait que la plupart des gens sont fonctionnaires et travaillent pour le gouvernement, fait que ça s'imprègne aussi dans ton identité. You know, like we work for the government of Canada, like we're Canadian, we're proud, you know. Absolument, beaucoup de drapeaux du Canada dans les quartiers à Orléans ou même à Ottawa en général. Mais quand j'y pense, aucun des parents de mes amis n'est fonctionnaire. Par contre, dans la vie de tous les jours, ils vont aller acheter leurs fruits et légumes à telle place. Ce qu'ils vont consommer aussi, donc ce qu'ils vont voir.
c'est très présent dans l'environnement, les petits bars, tout ça, il n'y a pas le added value, entre guillemets, de ce que tu as à Montréal. Donc, ce que tu vois et ce que tu consommes, ben, ça devient un peu qui tu es et comment tu penses. Donc... ils n'ont pas le Adonis ou aller... Ils ont pas le... Ben maintenant, il y a Adonis. Actually, les choses... Les choses évoluent. Les choses évoluent. On commence à prendre exemple sur Montréal. Ouais. Ben, après, il y a une très grande communauté libanaise du Moyen-Orient, plus dans le centre-ville d'Ottawa. Donc, Orléans, c'est vraiment plus canadien-français, franco-ontarien. Ouais. It's so interesting, you know, parce que pour des gens comme moi, genre très passionnés de ces sujets-là, des fois, tu sais, on est tellement comme dans ce monde, on est tellement niché dans nos lectures qui sont plus d'un point de vue académique ou dans les documentaires, mais comme, tu sais, il faut toujours ressortir de cette niche puis comme aller voir un peu d'autres réalités ailleurs pour confirmer ou pour justement aller montrer une autre vision des choses puis peut-être se dire comme, ah ben... There's more to it than just what you've read. Absolument. This is really interesting. Je suis comme curieuse de dig that deeper. Ouais. Like, je vais faire mes recherches. Avec plaisir. Sur le sentiment franco-ontarien, puis ontarien. Ontarien en général, oui. Comme la culture de leur pays d'origine va quand même être importante à la maison. Ouais. Mais quand ils interagissent avec les membres de la société, c'est vraiment culture anglophone. Ça s'efface un petit peu. Ça s'efface. C'est pas comme à Montréal avec nous. Non, c'est ça. C'est très différent. Okay. Et encore une fois, j'ai pas le input de comme ce que c'est de grandir comme une Libanaise ou un Libanais anglophone, mais à Ottawa, où ils sont vraiment... Dans leur communauté. Dans leur communauté, ils sont vraiment serré, ensemble. Ouais. Parce que quand tu y penses, nous aussi, ici, on parle français. On va peut-être mettre des petits mots en arabe, mais eux, ça veut dire qu'ils parlent anglais là-bas, c'est l'équivalent. Mais c'est juste ce qu'ils consomment, la manière de penser, les standards aussi. Ouais. Tu sais, les standards, c'est peut-être un peu farfelu, mais comme le côté un peu comment l'homme va traiter la femme. Ouais. Disons que les standards sont plus élevés à Montréal qu'à Ottawa. Ah mais je sais pas si comme je vais me faire taper les doigts de dire ça. C'est juste que la barre, elle est à une autre place. Ouais, donc la norme est différente. Ouais. Parce que tout le monde est habitué que ça soit autour de cette ligne-là. Donc c'est pas bizarre si... Disons, un gars te dit, veux-tu payer moitié-moitié? OK. Un date, par exemple. Ici, mais là-bas, c'est bizarre. Non, là-bas, c'est normal. Ici, c'est bizarre, non? Ah, OK, dans ce sens-là. OK, OK. Comme ici... Moi, je pensais que tu étais en train de dire que la société montréalaise est plus avant-gardiste dans le sens où on est comme ahead of the rest. Puis eux sont encore un petit peu dans des pensées plus arriérées, là. Mais je mets ça entre guillemets parce que c'est pas arriéré, c'est juste... Non, comme... OK, mais... Par exemple... Ouais. Qui paye quoi, ça l'a jamais fait partie de la discussion avec mes amis à Montréal. Mais là-bas, c'est très normal qu'à 16 ans, l'enfant va avoir un emploi, va même commencer à payer un loyer à ses parents. C'est très normal là-bas. Donc, moi, c'est venu chambouler un peu ma manière de voir les choses. Peut-être que ça l'a changé ici aussi, maintenant. Je sais pas. Non, je pense que c'est une réalité qui est présente ici aussi, mais je pense que ça dépend juste des communautés. Parce que je me souviens avoir eu cette conversation avec mes parents. OK. Tu sais, à un moment donné, j'étais rendue à un âge où est-ce que, comme, typiquement, dans d'autres cultures, j'ai pas envie de les nommer parce que, même si je dis culture, genre, tu sais, c'est de famille en famille, c'est différent. Absolument, oui. Mais il y a des gens qui vont soit dire à leurs enfants, ben, tu sais, t'as 18 ans maintenant, comme, it's time for you to leave. Ou de payer un loyer à la maison, contribuer financièrement au ménage de la maison. Puis, tu sais, mes parents, des fois, ils me faisaient le commentaire, mais pas pour me dire, genre, il faut que tu le fasses, mais en mode comme,
Be Like, lucky, you're be lucky, lucky, yeah, be you know? thankful, be Mais thankful. en même temps, c'est tellement loin de nous. Comme c'est pas quelque chose qu'on... J'ai de la misère à voir ça être quelque chose de présent dans nos communautés. Puis aussi, je pense que la manière dont qu'on se porte avec nos parents à un âge où ils sont plus âgés Absolument. peut être différente aussi des gens qui ont pas vécu chez leurs parents après l'âge de 18 ans, tu sais. Nous, nos parents, à moins qu'il y ait une raison, un besoin d'être dans une maison de personnes âgées avec des ressources qui sont là plus tu sais, facilement accessibles et tout, la plupart du temps, ben, it's a given, genre, that we're going to take care of them. But it's not like that for everybody. Absolument. C'est juste quelque chose que, personnellement, j'étais jamais exposée à ça. Ouais. Parce que, encore une fois, si j'avais continué à vivre à Montréal et que je m'étais rendue à 18 ans, peut-être que autour de moi, et mes amis, c'était normal qu'elles payent le loyer ou whatever. Mais c'est peut-être qui je fréquentais aussi à Montréal. Ouais. C'est plus des personnes qui ont des origines ou comme ça. Qui sont issues de la diversité. Qui sont issues de la diversité et où ça ne fait pas partie de la norme. Mais là-bas, il y a aussi beaucoup plus le côté individualiste versus communauté. Not in a bad way, mais c'est aussi le fait que comme tu fais ce que tu veux. Nous, quand on pense à nos parents, comme pour eux, c'est important de payer pour l'université, mais en même temps, peut-être ils veulent contrôler qu'est-ce qu'on va faire à l'université. Donc, il y a les deux côtés, tu sais, c'est comme, non, ça fait partie de, Yanni, pour que je dorme bien la nuit, ou ça fait partie de mes valeurs, ou juste des normes, que comme, I'm gonna pay for school, and you're gonna still live with me. C'est comme, okay, so I can't go live with my boyfriend. It's interesting what you're saying, parce que c'est vrai que il y a des choses, il y a des traits de nos cultures qui viennent avec des strings, si on veut. Absolument. C'est pas toujours négatif, mais par exemple, la plupart des enfants d'immigrants qui ont les moyens, puis quand je dis moyens, je parle pas seulement financier, mais aussi dans la réalité de leur quotidien, parce que c'est pas tout le monde qui peut. D'aller à l'université, la plupart du temps, c'est comme it's a given. Absolument. Comme le discours qui revient souvent, c'est ben là, mes parents sont pas venus jusqu'ici, sont tapés l'intégration, le déménagement, la réinstallation, tout ce que tu veux pour que je foute rien, tu sais. Puis des fois, ça vient des enfants, mais des fois, ça vient aussi des parents. Il faut que tu fasses telle chose. Puis des fois, cette chose-là, ça vient aussi avec une liste très spécifique d'avenues, d'études qu'ils peuvent envisager. T'as le choix entre trois quand même, t'es chanceuse. Médecin, avocat ou ingénieur? Et pharmacien. Et pharmacien. Pharmacien, c'est beau pour une fille. Ouais. C'est ça que j'entends. Oh mon Dieu! C'est beau pour une fille! That's really good. Oh my God, that's so funny. C'est tellement drôle parce que je me souviens, on commence à être off topic, mais j'ai un souvenir quand j'étais je pense que c'était au secondaire, début de mon secondaire, j'étais tellement nulle en sciences. Puis je me souviens avoir eu le besoin, comme avoir moi-même ressenti le besoin de dire explicitement à mes parents, tu sais, j'aimerais juste vous prévenir. Je ne serai jamais médecin. Tu sais, genre... T'as commencé à planter la graine, là. Comme, I'm not continuing in science, so, you know? Ouais. Parce que je pense que dans chaque famille, on entend tout le temps le discours de « Oh, ça serait bien d'avoir un médecin, you know? Mais ouais, tu sais, ça vient avec des strings, puis il y a aussi, des fois, c'est comme « OK, ben, tu restes à la maison, tu payes rien, tu contribues pas au poids financier, au stress, à tout ça, à l'entretien. Bon, tu contribues quand même à certaines choses, hein, genre on n'est pas des princesses nécessairement. I mean, sometimes yes, but not always. Mais, tu sais, ça vient des fois avec le non-dit de, ben, tu quitteras seulement quand tu vas te marier. Exact. You know? They have a say. Yeah. They have more of a say on what to do. Or they think they do. They think they do, of course, mais parfois,
fin teenage years ou début vingtaine, t'as pas nécessairement comme les ressources ou l'initiative de dire non, je veux pas ça, tu vois, comme donc tout ça, je n'étais pas consciente que ça existait. Interesting. Parce que à Paris, c'était plus ou moins la même chose. Ouais. T'es des jeunes aussi. On était très jeunes aussi, exactement. Mais du coup, à Ottawa, toutes mes amies ont commencé à avoir un emploi. Comme j'ai déménagé à Ottawa, j'avais 15 ans. Et donc, moi aussi, j'ai eu une première job. Et comme ça, j'étais full fière. Et ça m'a permis de faire des activités que je voulais. Ouais. Donc ça, c'était comme un added value. Comme peut-être que si j'étais à Montréal, j'aurais pas nécessairement explorer ça à 15 ans, peut-être à 18 ans. Tu sais, je trouve que ça devenait aussi, les choses évoluaient avec le temps, comme mes amis aussi à Montréal, à 16, 17 ans, commençaient à avoir des emplois et tout et tout. Mais oui, donc il y a beaucoup de choses comme ça que j'étais pas nécessairement consciente. Comme tu dis, le fait que les parents payent pour l'université, comme sans même qu'on y pense. Et tu remettais pas ça en question? Non. Je remettais pour pas toi, ça. C'était juste comme non. normal. Mais là, j'avais des amis qui avaient d'autres réalités. Et c'est venu kind of me calmer un peu. Mais you know what? Not in a bad way, though. Je pense que ce ressenti-là, c'est partagé. Puis je pense pas que ça a rapport nécessairement avec Québec, Ontario, comme ces distinctions-là. Parce que moi aussi, je me souviens avoir eu ces wake-up calls un petit peu. Ces prises de conscience, plutôt. Où je me suis retrouvée à l'université, puis... Tu sais, je parle à des camarades de classe, puis j'apprends que ils travaillent genre 2 jobs en été pour payer pendant l'année leurs frais de scolarité et leur appartement, leur loyer, tout ça. Puis puis après ça, ils travaillent peut-être une job à temps partiel pendant la session pour pouvoir juste avoir pour payer leurs frais du quotidien. Puis je me souviens la première fois que j'ai comme explicitement été exposée à cette réalité-là par quelqu'un que je connaissais à l'université, j'étais tellement reconnaissante. Comme, c'est pas que je le prenais pour acquis comme in a spoiled way, mais je pense que je réalisais pas à quel point c'est vraiment pas tout le monde qui a ce luxe-là de... Bon, évidemment, d'avoir des parents qui peuvent se le permettre, mais des parents qui veulent... Qui valorisent ça. Se le permettre, you know? Ça, c'est un très bon point que tu amènes. Je pense que mon père a dû payer pour son université, donc il a toujours eu une vie assez modeste, mais c'était important pour lui de pouvoir offrir à ses enfants une éducation dans des écoles privées, payer l'université. Tu sais, it was a personal thing to him. So, c'est pas nécessairement que comme tu viens d'une famille aisée et tout. Non, c'est des choix que tu fais. C'est des choix que comme, tu sais, it's a pride for him. C'est une fierté. Et évidemment, on en est super reconnaissant. Et le fait d'avoir senti un peu cette différence entre mes autres camarades de classe, ben, ça m'a remise en question. Ou ça m'a juste exposé, tout simplement. Ça m'a exposé à ça, quoi. Mais c'est fou, comme... là, tu sais, on parle de nos parents et tout, mais genre, pour moi, le plus beau cadeau que mes parents ont pu me faire, c'était mon éducation. Absolument. J'ai vraiment eu, je pense, la meilleure éducation que j'aurais pu avoir en étant à Montréal, au Québec. Puis, tu sais, je suis adulte maintenant, je suis dans différents milieux, et je vois à quel point c'était un cadeau, puis un atout, même si, tu sais, des fois, il y a des années qui sont plus difficiles que d'autres, puis t'es comme, oh, j'ai pas envie d'être ici. Mais en réalité, c'est comme ça, un gros cadeau qu'ils te font. Absolument. Puis aussi le fait que le côté financier, ça, genre, je commence ma vie d'adulte sur like in a positive note, you know. Je me mets à la place de mes parents ou n'importe quel, tu sais, immigrant, personne qui vient dans un nouveau pays. C'est rare que tu viens avec, comme, tout l'argent du monde, you know. Souvent, tu viens avec très peu ou avec rien. Tu commences à zéro, puis you build everything from the ground up. And nous, en tant que
sais, qu'enfants d'immigrants, première génération particulièrement, comme deuxième génération encore plus, mais première génération, on commence, like, we already start somewhere que nos parents pouvaient même pas, genre, imaginer nécessairement, you know? Bon, c'est sûr que la réalité du marché aujourd'hui est très différente, mais, tu sais, c'est it's a blessing. Puis genre, ceux qui écoutent l'épisode aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez un moment pour juste reconnaître ça. Si c'est votre réalité, j'aimerais que vous preniez un moment pour le reconnaître, puis, tu sais, remercier vos parents pour ça. Puis si ça n'a pas été votre réalité, ben je vous souhaite de pouvoir l'offrir à vos enfants si vous allez en avoir. Je pense que c'est tellement un beau cadeau. C'est bien dit. Ouais. C'est beau ça. Comme même si we don't have a silver spoon in our mouth, at least we get to have that, like, you know, ability to just breathe, you know, and not have that financial stress or feel like, oh, we missed out on education. And safety. Oh, also. yeah. Oh, yo, ça, c'est gros. Ça, c'est un autre... Ouais. Vraiment une grosse bombe, là, pour pas le dire autrement. Non, pas m'entendre. Mais c'est tellement intéressant ce que tu me dis. Genre, je pense que c'est rare que je parle à des gens qui remettent vraiment en question ce que j'ai en tête. So I think that's really interesting. J'ai brassé les cartes. T'as brassé les cartes pour moi. T'as vraiment brassé les cartes pour moi. Puis c'est ça le but aussi du podcast, you know. Comme à un moment donné, j'expliquais à quelqu'un comme je pourrais m'asseoir seule pendant 1 heure ou 1 heure et demie à chaque épisode, puis juste parler parce que j'ai tellement de choses que je pourrais dire ou que j'ai envie de dire ou qui sont dans ma tête, mais that's not the point, you know. Like, my experience is just my experience. Comme on a toutes des expériences puis des perspectives différentes, puis c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui ressort fréquemment, qu'est-ce qui ressort moins, pourquoi ça ressort moins, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, qui veut dire quelque chose d'autre, comme, you know what I mean? Absolument. So I think it's like interesting. Ça permet aussi de mettre en parallèle. Ouais. Je veux dire, si tu regardes sur papier, on a vraiment toi et moi, on a des backgrounds similaires, on a des expériences similaires. Tu arrives à comprendre ce que je veux dire par parfois j'arrive pas à m'intégrer ou à sentir que comme I can relate to people here parce que ils vont jamais voir toute la sphère. Mais déjà toi, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Et en même temps, je vais rencontrer quelqu'un de 100%, disons qui a des origines 100% canadiennes. Je vais aussi être en mesure d'échanger avec cette personne-là parce que j'ai eu du vécu dans une ville où la majorité des personnes sont tous canadiens. Donc, c'est le fait de, pouvoir partager certaines choses et aussi, la différence, c'est une richesse. Comme je pense que s'il y a quelque chose aussi de positif de tous ces voyages-là, c'est le fait d'avoir été exposé à autant de cultures et de pouvoir être, entre guillemets, un caméléon. Mais je suis sûre que ça serait intéressant, ton podcast toute seule aussi. T'as beaucoup à raconter. Donne-moi pas des idées. Ça ferait un épisode comme ça, ça. Ouais. Maybe. Mais en tout cas, c'est le fun aussi d'avoir une conversation. Mais j'avais 2 choses que je voulais rebondir. Tu sais, je suis capable de comprendre. Peut-être pas de comprendre au complet, mais de saisir un petit peu your experience. Pas parce que j'ai vécu la même chose, mais parce que peut-être que, par exemple, ma mère, elle a un vécu qu'elle m'a transmis, qu'elle m'a partagé, puis j'ai été capable de retenir des choses qui font que quand je rencontre quelqu'un qui a un vécu qui me fait penser à ça, je suis capable d'avoir de l'empathie, de la compassion, de comprendre certaines choses, même si je les ai pas vécues. Puis je pense que c'est ça qui est nice, c'est que plus les gens partagent ce qu'ils ont vécu, plus ça devient facile de comprendre. Pas de comprendre parce que c'est ton vécu, mais de comprendre parce que tu as les repères qu'il faut pour be like, I see what you mean and I hear you, you know? It's a superpower. Ouais, it really is. It's a superpower, comme pour rebondir sur ce que tu dis, c'est sûr que j'aurais vu les choses comme ça,
Et maintenant, je vois les choses comme ça. Ouais. Et comme tu dis, tu as de l'empathie à une certaine situation où tu deviens plus sensible aussi. Ouais. Chose qui est souvent positive. Parfois, après, comme il faut se mettre des limites, là. Moi, je peux être trop sensible parfois. Ouais, porter le poids du monde sur ses épaules. Ah ouais, c'est trop. Yeah. Ou même people pleasing, that's another thing. Oh my God, that's a we're whole working through it. other thing. People pleasing. Oh my God, that's another thing, yeah. Mais c'est ça, comme si je pense à est-ce que j'aurais eu la même empathie pour des personnes qui ont comme des réalités différentes, ou est-ce que j'aurais vraiment pu sentir dans mon cœur, avoir cette connexion avec eux dans mon cœur, comme, tu sais, de manière générale, si tu es une bonne personne et que tu es à l'écoute, tu peux avoir cette empathie-là, mais le fait de, comme, d'avoir un vécu avec eux, c'est un autre type d'empathie. C'est comme j'ai des personnes proches qui m'ont raconté leur réalité, et comme I know what it I can know. You've seen it. I've seen it near me. Yeah. Donc ouais, c'est différent, mais je pense en général ici on est exposé à beaucoup. Après ça dépend des milieux, mais je pense qu'il y a des degrés à ça. Absolument. Je pense que il y a encore de la place pour permettre aux gens de s'exprimer davantage sur certaines choses, puis pour aussi prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je pense que définitivement, on a une certaine ouverture d'esprit sur la diversité, les cultures d'ailleurs et tout. Définitivement, like, honestly, I think we're on the right track. Yeah. Mais, tu sais, l'idéal type qu'on pourrait envisager, on n'est pas encore rendu là. You know, je pense que c'est comme ça pour n'importe quelle société, n'importe quel pays, n'importe quoi dans la vie. Tu sais, on va jamais arriver... Alors, comme il y a toujours... Amélioration continue. Oui, il y a toujours de la place à l'amélioration en continuité, puis en même temps, tu sais, même si nous, on tend vers quelque chose, ben, la chose à laquelle on tend évolue aussi. Tu sais, la société évolue en même temps que nous essayons d'évoluer avec elle. Donc, tu sais, there's just always going to be space for growth as a society and also as an individual. Mais définitivement, comme quelqu'un comme toi qui a tellement vécu des situations différentes avec des gens différents, c'est sûr que ta capacité à t'adapter puis à croire dans cette direction-là est peut-être plus développée qu'une autre personne. Comme tu as dit, j'ai aimé ton exemple de voir les choses d'une manière, comme pour ceux qui écoutent mais qui ne regardent pas, là, de voir juste en avant, toi, tu as une vision qui est plus élargie. I think that's like a huge plus. Puis, ouais, il y a des gens qui font comme des efforts au quotidien pour élargir leur perspective, puis il y en a d'autres que, même s'ils font des efforts aussi, c'est aussi grâce à des opportunités qui leur ont été données dans leur vie, puis qui ont fait que tu le veuilles ou pas, genre, ta vision va être élargie sur certaines choses. La prise de conscience est très, très importante. Je pense qu'au début de la vingtaine, quand tu réalises que comme, OK, this is life, comme, OK, je réfléchis, puis mes actions ont un poids, et ce que je dis, ça a un poids, et peut-être que quand j'étais méchante avec ma sœur, c'est parce que j'allais pas bien, tu sais, comme, au début, comme je t'avais dit au début, comme j'avais expliqué au début du podcast, j'étais vraiment dans le moment présent quand je vivais ces expériences différentes-là. Mais là, le fait de pouvoir prendre du recul et y réfléchir, je pense que c'est important aussi parce que, comme... Tu remets les choses en perspective. Tu mets les choses en perspective et comme... ben, il faut avoir cette connexion aussi avec soi-même. Et c'est nice de développer son intelligence émotionnelle aussi. Mais, tu sais, parlons de développer quelque chose. Oui. Tu as développé ton fashion sense aussi. Puis je trouvais que c'était vraiment cool d'en parler parce que la manière de s'habiller, c'est tellement une manière de s'exprimer aussi. Puis tu as tellement un beau style. Merci. Comme, tu sais, j'ai vu que j'ai le plaisir de te connaître en dehors du podcast. Je vois comment tu t'habilles, ce que t'aimes, dans les petits détails et tout, à travers les années.
Puis j'adore ton style. Genre, on voit, comme à travers ton style, on comprend qu'il y a comme un bagage culturel, you know? Like, you're not dressed like the average person here. And no matter where you're going to be, you're never going to be dressed like the average person. Tu vas toujours avoir quelque chose de différent, puis qui va comme ressortir, you know? J'adore. Puis les couleurs. Les couleurs, on adore les couleurs, toi et moi. Et la couleur verte, on a ça en commun. Ouais. Oui, ben... en fait, même donc dans la phase où j'étais au Collège Beaubois, donc à Montréal, j'aimais les habits comme le fashion world. Ça a toujours fait partie de qui je suis. Mais là, quand j'ai déménagé à Paris, ben là, c'est venu mettre de l'essence, tu sais. Et je me rappelle, quand j'ai décoré ma chambre à Paris, j'ai décidé d'avoir comme un muraille avec plein de sacs de marques. Ooh. Donc, j'ai fait un grand mur avec tous les petits... Tu sais, parfois, je pouvais juste comme acheter un parfum ou quelque chose, mais ils me donnaient un sac avec le nom de la marque. Et donc, j'avais un murail de tout ce que j'avais acheté, sans oublier Zadig et Voltaire, qui était très important à l'époque et qui est maintenant populaire à Montréal. Ah ouais? Je connais ça depuis 2007. Attends, Zadig et Voltaire, c'est a thing here? Ouais, it's a thing no here. Way. Ouais, surtout pour comme... je le connais aussi de Paris, là, mais genre, je savais pas que c'était un thing ici. Comme les Véjas. Les Véjas en 2007. Comme... Toi, tu l'as déjà vu, là. Been there, done that. Tous les gars portaient ça, mais il venait de commencer genre en 2005. Et maintenant, c'est populaire ici. Mais, donc, ça fait plus que 10 ans. Là, ça, pour moi, c'était un peu un flex. Actually, c'est qu'à chaque fois que j'allais à Paris pendant l'été, je refaisais ma garde-robe pour l'année. Au complet. Puis, I was always ahead of things fashion-wise. Absolument. Mais, des fois, il y avait des choses que je revenais à Montréal, j'avais tellement hâte de les porter à Montréal. Puis finalement, nobody wears that. Non. Yet. You know? Mais c'est comme, in a year from now, in 2 years from now, on va voir. Mais encore une fois, comme à l'époque, c'était plus le style américain un peu. Il y a ce côté sophistiqué européen, c'était moins ça. C'est venu après. Après, je me souviens. Après, quand justement on a ouvert 3 à 5, surtout peut-être secondaire 4. Exact. Mais oui, donc à Paris, c'était une manière pour moi de m'exprimer et de sentir que j'appartenais à Paris. Parce que c'était difficile pour moi de me sentir différente, non seulement parce que je suis canadienne, mais aussi parce que j'ai pas le même body type que les Parisiennes. Encore une fois, ça l'a été facile quand je suis rentrée à Ottawa parce que là, j'avais le look général des Canadiens. Donc, il y a aussi cette différence-là aussi, comme par rapport à tous mes camarades de classe. Mais j'ai vraiment l'air canadienne. Et là, je rentre à Ottawa et... OK, c'est bon. Comme I feel like I belong par rapport au style et au body type. Mais oui, donc c'est sûr que Paris, c'était super beau de développer mon fashion sense. C'était aussi une époque où chaque chose que j'achetais, c'est encore vraiment spécial quand j'arrive à comme... me permettre de m'acheter un sac de marque ou quelque chose. Mais à cette époque-là, c'était encore plus spécial parce que, voilà, j'ai eu une enfance assez modeste. Donc, mon premier Longchamp que j'ai acheté à Paris, c'était vraiment comme... have a Longchamp. Non, c'était comme... it felt so good. À l'aéroport... Charles de Gaulle. Oui, exactement. Aéroport Charles de Gaulle. Mais oui, donc ça a toujours été important pour moi de m'exprimer via la mode. Et aussi, la mode, elle a évolué pour moi. Donc, c'était une manière de présenter un peu qui je suis et d'avoir quelques pièces de mon parcours. Et je dois aussi noter que tout ce que j'ai acheté à Paris, je l'ai encore dans un état qui est excellent. Donc, la qualité à Paris, c'est juste comme on another level. Encore une fois, en 2007. Oui. Je sais pas si ça l'a changé depuis. Je pense malheureusement, ça l'a changé un peu. Comme je pense, j'ai des choses que j'ai depuis le début des années 2000, qui étaient soit à moi, soit à ma grand-mère qui m'a donné. Wow. By the way, pour ceux qui m'écoutent, ma grand-mère habite à Paris. Qui sont encore intactes aujourd'hui.
Mais je pense que si j'achète quelque chose à Paris maintenant ou comme dans les 5 dernières années, ça dure plus aussi longtemps. Je pense que c'est vraiment comme Fast fashion. le fast fashion, c'est ça la réalité. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comparé à la qualité à Montréal, en termes de vêtements, on pouvait pas comparer, là. Non. Comme la France, l'Europe, je pense que c'était de loin supérieur en termes de qualité pour les vêtements. Comme... Ouais. Puis, ouais, la qualité est juste magnifique et le style était complètement différent. Donc, évidemment, pendant ces 3 ans-là, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ben, de 12 à 15 ans, j'ai aussi comme absorbé du style parisien et je portais des écharpes, chose que je faisais pas vraiment. Tu sais, on porte des foulards à Montréal, mais on porte pas des écharpes. Ouais. C'est différent. Ouais. Pour tout ce qui est pour l'hiver, mais pas ce qui est fashion. Genre. Exactement. Ouais. Le long champ, des pantalons en velours, comme tu sais, c'est pas vraiment quelque chose que tu vois ici, encore une fois, à l'époque. Des vestons. Oh my God, les blazers. Moi, j'ai toujours été une fan des high-waisted pants, puis des blazers. Ouais. Puis, je sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être que je regardais beaucoup de séries des années 70 et 90, puis le style était différent. Puis avant que ce soit à la mode, j'adorais ça, mais je pouvais jamais le porter parce que soit je les trouvais pas à Montréal, soit I look like a freak, you know? Mais genre, je me souviens, j'avais comme un blazer un peu oversized, bleu, Wow. quand même pétant, genre un bleu marin pétant, de Paris. Puis je le portais pas à Montréal. Je le portais jamais à Montréal parce que I never had the chance to wear it, parce que c'était juste comme... C'était dans ta garde-robe, ouais. mais quand t'allais à Paris, ça te permettait de t'exprimer, justement. Yeah. Justement, c'est comme une... Tu te sens à l'aise de porter certaines choses parce que, ben, ça fait partie du style aussi local. Ouais. Donc, et c'est pour ça que je dis, comme quand je suis rentrée à Ottawa, I toned it out a bit. Parce que c'était bizarre si j'arrivais à l'école toute fraîche-pète avec mon blazer parisien, alors que tout le monde est comme en jeans et en t-shirt Abercrombie ou TNA. Tu sais, beaucoup plus, comme encore beaucoup de consommation. Ça veut pas dire qu'ils achètent rien là-bas. Non, ils achètent beaucoup. Mais c'est différent. Mais très différent. Beaucoup plus... American Girl, you know? Ouais, mais définitivement, la mode comme est variable d'une société à l'autre, des fois par des normes, des coutumes là, culturelles, religieuses. Des fois, c'est vraiment weather-related, genre la température, affecte comment tu t'habilles, le mode de vie. Tu sais, une personne qui va prendre les transports en commun tout le temps versus une personne qui va juste marcher, tu vas peut-être t'habiller différemment. Absolument, oui. À mon point. Mais je me souviens quand j'avais fait un échange étudiant au sud de France, à Nice. J'avais une de mes meilleures amies, là, aujourd'hui, à l'époque, on venait de se rencontrer. Elle est américaine. Puis ça me faisait tellement rire parce que, tu sais, c'est comme si elle sortait d'un catalogue de Old Navy. Ah ouais. Ouais, parce que she looked really like American in the way she dressed. Puis en plus, elle travaillait à Old Navy, fait que, tu sais, go figure. Mais tu sais, pour les autres Européens qui étaient en échange aussi, c'était drôle de voir comment nos styles étaient différents. Comme les Européens s'habillent très propres, si on veut, genre classe, peu importe ce qu'ils font. Mais en Amérique du Nord, on a un style beaucoup plus décontracté, beaucoup plus athleisure. Enfantin aussi. Je trouve que le style européen, et plus you look older than you are, parce que c'est très classique. Ouais. Alors qu'ici, c'est très comme teenage girl, même si t'as dans ta vingtaine. C'est pas faux. C'est pas faux, ça, actually. That's a really interesting point. Yeah. C'est vrai. Faut pas oublier que, en Europe, je parle de la France, on commence à boire du champagne à 13 ans. Donc, en général, les Européens, je pense, grandissent. Plus rapidement. Plus rapidement, ouais. Comme ils sont plus matures. Ouais. Encore une fois, c'est une généralité. Ouais, là. ouais. Mais de ce que j'ai observé, comme... Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, j'avais beaucoup de clash pendant mes étés en France ou en Europe avec des Français. Tu sais, étant canadienne, il y avait des choses que je faisais juste pas. Tu sais, c'était juste pas dans nos cultures. Oublie la culture orientale. Je parle vraiment culture genre nord-américaine, canadienne, québécoise. Comme we were not there yet à nos âges-là. Puis eux, en France,
ils faisaient toutes ces choses-là où leur quotidien, ou les étapes de vie, ils les affranchissaient beaucoup plus tôt que nous. Fait que des fois, j'avais l'impression d'être comme un petit enfant comparé à eux, mais en même temps, I'm kind of glad that I got to like enjoy my childhood au maximum possible. Tu sais, ça me faisait chier sur le moment même. Ma mère qui me dit non, chaque chose en son temps. Si tu vas faire ça maintenant, qu'est-ce que tu vas faire à 16 ans? Qu'est-ce que tu vas faire à 17? Qu'est-ce que tu vas faire à 18? Ben, tu sais, il y a des choses vraiment anodines que genre j'ai tellement pris plaisir à les faire à ces âges-là parce que je pouvais pas les faire avant. Tellement. Puis finalement, je me dis, ben peut-être le jour où j'aurai des enfants, je vais faire la même chose avec eux. Mais j'ai l'impression que c'est comme aussi la norme de vouloir grandir. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais à Montréal, je suis comme, j'ai tellement hâte d'avoir 15 ans. J'ai tellement hâte d'avoir 20 ans. And it feels like it's never gonna happen. And then it happens. Now and you become that older person who goes like, oh my God, enjoy your youth. Puis des fois, I catch myself saying that to someone, and I'm like, tu sais, je vois dans leurs yeux qui sont comme, cringe. Puis je suis comme, non, like, Vraiment, là. Vraiment. Puis là, je suis, oh my God, Alexa, this is getting worse by the second. La roue tourne. Tu te souviens qui je suis? Oh mon Dieu. Oh my God, ouais. Ouais, parfois c'est fou quand je pense que comme les enfants de mes cousines ou cousins, comme la manière qu'ils me perçoivent et que quand eux, ils vont être des comme teenage boys ou whatever, comme dans leur adolescence, jeunesse, que moi, je vais comme avoir, genre, je sais pas moi, 35 ou 40 ans. Ouais, parfois, t'es comme, oh my God, c'est un trip. C'est vraiment... Tu commences à penser à la vie, là. Ouais, vraiment. Puis les age differences become, like, more and more unnoticeable. Yeah. Genre, moi, j'ai, par exemple, mes petits cousins qui ont, comme, 10 ans d'écart avec moi. Genre, je chill avec maintenant. Ouais. You know? Comme si je veux un family thing and they're not there, I'm like, where are you? Genre, I want to chill with you. You know? Puis des fois, ça arrive qu'on fait des choses en dehors des contextes de réunion de famille. Ouais. And I love that. Mais, tu sais, c'est drôle parce que t'es comme, oh my God, like, 5 years ago. Ouais. Tu sais, c'est spécial comme évolution, là, mais... Après, c'est aussi une question de personnalité, tu sais, peut-être que t'es, encore une fois, caméléon, donc t'arrives à, comme, relate à... Ouais, différentes générations. Différentes générations, exact. Ouais, mais je pense aussi quand t'as des petits frères, des petites sœurs, it keeps you young. Absolutely. A little bit. Ouais. In terms of, like, knowledge of how the world functions. Mais t'as pas une grande différence d'âge avec ta sœur? J'ai 6 ans. Ah, wow! Je pensais que c'était moins que ça. Non, mais parce qu'on est vraiment proches. Puis les gens pensent tout le temps 3 ans. Non. On a 6 ans d'écart. En fait, c'est 5 ans et demi, quasiment pile. OK. Puis les gens pensent tout le temps qu'on a une petite différence d'âge vu qu'on est proches maintenant. Mais comme il y avait une époque, par exemple, qu'on était dans notre enfance ensemble, ma soeur et moi, on s'entendait tellement pas. Mais parce que la différence d'âge était tellement proéminente. Mais comme 6 ans et 12 ans, par exemple, c'est huge, you know. J'avais le double de son âge, littéralement. Tandis qu'aujourd'hui, comme, we're friends, we chill. Tu sais, elle a sa vie, j'ai ma vie, mais comme, je peux partir en voyage avec ma sœur, juste elle et moi, tu sais. Vous avez beaucoup en commun. Comme, oui et non. Comme, on a beaucoup de choses en commun, parce qu'on est sœurs, mais on est tellement des personnalités différentes, puis il y a tellement des choses que, if it wasn't for her, I would have, like, no knowledge on. Wow. Puis, j'ose croire que l'inverse serait vrai aussi. Tu sais, par exemple, le maquillage. Ouais. Comme moi, jusqu'à l'âge de peut-être, comme 22 ans, I didn't even own, like, foundation or concealer or tu te maquillais pas avec le maquillage de ta mère? Non, même pas. Okay, à peine. J'essayais un petit peu quand j'étais plus jeune, mais ma mère, c'est pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Okay. Puis, tu sais, j'ai toujours préféré le verre naturel, genre même le vernis à ongles, genre, je supportais pas d'en avoir, c'était juste comme ça m'attirait pas particulièrement. Genre je me maquillais peut-être, quand je dis me maquiller, je mettais du mascara comme 3 fois dans l'année. Puis c'était comme wow, you know. Special events. Même pas. Oh, il y avait des special events, j'en portais même pas. Puis les gens sont comme t'es pas gay, mais genre. Mais c'est bien. Après quand ils te voient avec du maquillage, ils sont comme il y a tellement une différence, c'est bizarre. Mais tu sais, quand ma sœur a commencé à grandir, puis elle a commencé à développer un intérêt pour le maquillage, ben, tu sais,
indirectement, ça a un effet domino sur les gens dans la maison aussi. So, tu sais, comme elle m'a appris un petit peu à me maquiller correctement, genre... So, c'est devenu comme un plaisir, you know? Like, c'est pas devenu dans ma routine quotidienne, genre ça fait juste pas partie de moi, mais... T'en as appris plus. J'en ai appris plus sur le maquillage grâce à elle. Par exemple, quand je cherche un make-up artist, like... She's the one who's going to tell me, right? first of all, she is one. She does makeup, but she can also guide me in the right direction parce que je saurais pas où commencer, là, tu sais. Ou quand je veux m'acheter un truc de maquillage, c'est comme, hey, you wanna go to Sephora with me? Oh my God. Like, genre, si j'étais plus une fille de maquillage, je dépenserais tellement d'argent à Sephora. Comme je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté du maquillage. Ben, l'année dernière, j'étais allée la voir à Québec parce qu'elle habitait à Québec. Puis on avait fait un shopping spree à Sephora. On est sortis de là, genre nous les deux, avec un mini sac qui nous a coûté genre 150-200 $. C'est ridicule. Ça fait tellement du bien. C'est nice. Ouais. Treat yourself. Of course. Mais tu sais, tout ça pour revenir au fait que genre, like, comme on a On développe pas des passe-temps, mais on développe genre des affinités avec certaines choses. Ouais. Puis avec le temps. Ouais. Puis on apprend aussi de nos frères et sœurs qui sont plus vieux ou plus jeunes, là, mais... Et maintenant, tu es à Montréal. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui. Ben, moi, je sais, mais j'aimerais que les gens nous écoutent, le sachent aussi. Quelque chose qui me touche beaucoup, j'ai la chance de travailler pour Les Filles Fatouches. Yes! Donc, qui est une entreprise sociale qui offre une première expérience d'emploi à des nouvelles arrivantes syriennes. Donc, évidemment, ça me touche beaucoup personnellement parce que j'ai des origines syriennes. C'est aussi, ça me permet de développer mon côté créatif en faisant de la création de contenu, développement de projets et juste de soutenir 2 entrepreneurs femmes tellement passionnées, une équipe de femmes aussi qui, grâce à cet emploi-là, ont pu acheter une maison, ont pu trouver une autre opportunité d'emploi à Montréal. Donc, le fait d'être chargée de projet, je touche un peu à tout, à plusieurs chapeaux. Et c'est un plaisir à tous les jours de commencer ma journée de travail, même s'il y a beaucoup de vagues ou d'instabilité parfois. C'est quand même tellement enrichissant de pouvoir contribuer à cette mission-là. J'adore ça, puis moi, la mission des Filles Fatouches me touche beaucoup. Puis il y avait un post sur Facebook, comme une genre d'image qui circulait sur les réseaux sociaux il y a comme 10 ans, mais ça m'est resté dans la tête. C'est comme une petite pancarte que quelqu'un avait mis devant son magasin, un magasin local, et c'était écrit en anglais, something along the lines of when you encourage a local store, you're not putting money in pockets of people who already have money. You're paying for a little girl's ballet classes, you know. Puis tu sais, quand tu dis genre c'est cet emploi qui a permis à beaucoup de femmes de se payer une maison, de juste vivre. Parce que oui, c'est beau. C'est une chance d'avoir eu les portes ouvertes du Canada parce qu'elles sont venues en tant que réfugiées. Et donc, c'est une chance d'être en sécurité. Ouais. Mais ensuite, elles font quoi? L'insertion, c'est tellement important. Elles sentent qu'elles sont importantes, qu'elles sont en mesure d'avoir un gagne-pain. Puis de contribuer aussi. De contribuer, de quand même continuer à socialiser avec des femmes qui leur ressemblent. Et elles sont tellement fières quand elles entendent, par exemple, au marché Jean Talon, la trompette la plus populaire, c'est la Muhammara. Chose que, quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé que des personnes autres que du Moyen-Orient sachent c'est quoi de la Muhammara. Et là, c'est notre meilleur vendeur et notre clientèle au marché Jean Talon est assez diversifiée, mais aussi principalement locale, québécoise. J'adore ça. Donc, c'est vraiment, vraiment un super projet et plein de beaux produits à avoir en ligne. Et des livres de recettes. Des livres de recettes, le prêt à manger avec les fermes Loufa, qui est une autre entreprise locale, pas très loin d'ici. Donc, voilà, c'est ce que je fais ici. J'adore. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir partagé ça avec nous. Et
je remercie encore une fois les filles Fatouche pour leur soutien pour mon projet à moi. Donc, merci. Avec plaisir. Avant de clôturer l'épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, que ce soit comme quelque chose de deep ou un fun fact ou whatever it is? Quelque chose que tu retiens puis que tu as envie que les gens retiennent aussi de ce qu'ils ont écouté? Ben, bon, d'un point de vue plus personnel, c'est jamais trop tard c'est pas que c'est jamais trop tard, on est en constante évolution. Quelque chose que le cousin de mon père m'a dit qui est toujours resté avec moi, c'est que la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Et tu sais, c'est quelque chose qui me touche aussi par rapport à comme mon parcours de toujours avoir changé de pays, d'école, etc. Et de pas le prendre comme un poids trop lourd, mais plutôt le prendre comme quelque chose d'inévitable dans la vie. J'adore. Ouais. Ouais. Merci. Je pense pas que tu aurais pu terminer le podcast avec une meilleure citation ou philosophie de vie. Puis je pense que c'est pertinent pour n'importe quoi dans la vie. Ouais. Que ce soit une immigration, un déménagement, un mariage, une naissance, un projet. Puis, pour pas aller trop en détail dans nos vies personnelles à nous les deux, là, mais nous aussi, à nos âges, on vit plein de changements dans tous les sens. Puis c'est beaucoup. Je pense que c'est important de se rappeler ce que ton oncle t'a dit. C'est la seule constante dans la vie, c'est le changement. Fait que si tu veux... C'est normal. Ouais, puis si tu veux un peu réussir à la vie, entre guillemets, faut que tu trouves des moyens de t'adapter au changement quand le changement arrive. T'sais. Parce qu'il est inévitable. Ouais. Wow. Sinon, quelque chose d'autre aussi, c'est l'équilibre, ou plutôt balance. Ouais. C'est un mot qui est très important pour moi. Donc, je pense que ça représente bien aussi comme, oui, tu peux avoir le côté fancy, mais tu es aussi quelqu'un de très terre-à-terre. Et oui, tu peux aimer les beaux restos, mais tu peux aussi apprécier le camping. Puis, partout dans la vie, en fait, dans tous les aspects de la vie, tu vas trouver de l'équilibre. Et c'est ça qui va te permettre d'être grounded. I love that. Yeah, that's something that's I love important that. too. Pour quelqu'un qui a été autant déraciné puis not grounded, you're very grounded. And it's important. Yeah. So learn from her, guys and girls and everybody. Ouais, sur ce, on va terminer l'épisode. Ouais. Merci Cynthia d'être venue. Ça fait tellement plaisir. Je trouve que c'est tellement intéressant d'avoir des conversations qui sortent de la normalité, là, si on veut. Comme, si je te vois, on va pas nécessairement avoir cette discussion-là en profondeur. So it's nice to have you here and share all these things. Puis pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez aimé l'épisode et que vous avez découvert un être humain extraordinaire aujourd'hui. C'est trop sweet, merci beaucoup. Ouais. Donc, on se revoit un prochain épisode. Et Cynthia, on se revoit une prochaine fois. Oui, pour un 5 à 7. Oui, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye.